Voilà, eh bien, bonjour mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire donc sur l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce qui effectivement confirme bon, l'intérêt d'organiser ces réunions, qui manifestement effectivement ce sujet présente pour vous un grand intérêt, et ça, nous le comprenons tout à fait, notamment s'agissant de sujets touchant les TVA, un sujet toujours sensible, et puis, d'autre part, l'imminence de sa mise en place. Alors, très brièvement, donc, Bretagne Commerce International, vous connaissez déjà notre structure, nous existons depuis plus de 8 ans. Voilà, vous nous connaissez, nous sommes une équipe d'une quarantaine de personnes, de conseillers chargés d'affaires, toute une équipe service support également au siège à Rennes, donc communication, organisation donc, des diverses réunions que nous faisons, les salons aussi que nous vous proposons tout au long de l'année. Hein, c'est du conseil individuel, du conseil des opérations collectives, de la prospection commerciale à l'étranger, avec également un réseau de partenaires dans de nombreux pays à l'étranger, sur les 5 continents. Nous vous proposons aussi des diagnostics personnalisés en mode stratégie de développement de votre activité à l'international. Également des diagnostics sur le volet réglementation, formalité réglementation, tout ce qui concerne les fondamentaux du commerce international, la douane, la logistique, la TVA, enfin la fiscalité, la facturation, enfin, tous ces points-là, vous les connaissez. Donc voilà, ce sont ce qu'on appelle maintenant les packs entreprises, marché et les diag TACIC. Nous proposons déjà mes collègues, mes homologues et moi-même hein, sur chacun des 4 départements. Mais je voudrais attirer votre attention très brièvement quand même sur deux nouveaux outils. Donc c'est le BCI Connect, enfin, qui existe déjà depuis quelques mois, donc pour une mise en relation des chefs d'entreprise, donc de chef d'entreprise à chef d'entreprise, donc pour les dirigeants donc, adhérents à BCI. Et puis également le Suppliers from Bretagne qui vous permet également adhérents, qui vous permet de mettre en avant, de faire connaître votre activité, vos produits auprès de potentiels clients à l'étranger. Enfin, je vous rappelle aussi notre rendez-vous annuel, la grande journée de l'international en Bretagne, l'Open de l'international, que nous vous proposons tous les premiers lundis du mois de juillet, ce qui fait qu'en 2022, ce sera le lundi 4 juillet. Hein, donc, vous en saurez plus à partir de mars-avril. Donc, on commence à communiquer. Nous verrons le mode d'organisation qui vous sera proposé l'année prochaine. Sachez aussi que vous avez à votre disposition une CVTech hein, de personnes, de candidats à des stages ou à des emplois, pardon. Et puis, nous sommes aussi le correspondant des investisseurs étrangers pour voilà, les investissements donc, en Bretagne. Donc, n'hésitez pas à consulter le site BCI Info, vous le connaissez sans doute aussi, avec une foultitude d'informations. Sachez aussi que nous proposons une veille, notamment sur le Brexit, c'est important, suivre l'actualité du Brexit, les nouveautés, les avancées, les reports, enfin, voyez, pensez consulter le site de Bretagne Commerce International. Voilà. Nous mettons de l'information en ligne, nous la mettons à jour, nous exerçons une veille aussi sur des sujets majeurs pour les entreprises de Bretagne. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Donc, avant de donner la parole à Alexandre Savary, juste vous rappeler quelques petites consignes sur le déroulement de ce webinaire. Nous sommes nombreux. Nous allons tenter de répondre à vos questions au fil de l'eau, sachant que nous disposons d'1 heure et demie, 1 heure de présentation par Alexandre, une demi-heure de temps d'échange, réponse aux questions. Nous ne pourrons pas aller au-delà parce que nous sommes contraints aujourd'hui sur cette durée d'1 heure et demie. Les questions que vous nous avez posées lors de votre inscription sont toutes effectivement dans le sujet. Donc, les réponses seront apportées, elles étaient prévues déjà dans la présentation d'Alexandre. Donc, les réponses seront apportées. Et au fil de l'eau, eh bien, je m'efforcerai
de répondre à certaines questions simples, basiques, voilà, si je peux. Et sinon, voilà, comme convenu, nous les reprendrons en deuxième partie, donc questions-réponses de ce webinaire. Vos questions, vous les posez bien, s'il vous plaît, dans la rubrique questions-réponses et non pas dans la rubrique discussion. Et puis voilà, je vous souhaite donc un bon webinaire. Je remercie d'ores et déjà Alexandre donc, pour sa disponibilité et puis donc sa présence avec nous aujourd'hui et l'éclairage qu'il va nous apporter sur ce sujet ô combien important de l'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Voilà, je vous donne la parole, Alexandre. Merci Annie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je souhaitais remercier Bretagne Commerce International et surtout Annie Lemasson qui nous permet d'organiser cet événement ce matin. Là, on est tous bien au chaud, donc voilà, c'est pratique, c'est fonctionnel et surtout, on va parler d'un sujet qui est vraiment brûlant, qui préoccupe beaucoup de gens dans divers secteurs d'activité. On va revenir un tout petit peu là-dessus. Je vais me présenter très brièvement. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Je m'appelle Alexandre Savary. Ça fait à peu près plus de 15 ans maintenant que je suis spécialisé en TVA et en douane, fiscaliste de formation. Je travaille chez TVA International. On est un cabinet qui fait de l'externalisation déclarative et de remboursement de TVA, ainsi que du soutien opérationnel aux entreprises qui se développent souvent à l'étranger, qui ont des problématiques de TVA. Ce qui fait que ce rôle de TVA, et puis mon rôle chez TVA en tant que fiscaliste et responsable du département conseil, fait qu'on a beaucoup de questions qui arrivent sur cette réforme, qui est une réforme majeure en matière de TVA. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. En ce moment, en matière de TVA, on en parlait avec Annie justement hier, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent et qui demandent aux entreprises de faire preuve. Alors, je ne suis pas un fan absolu du terme, mais de faire preuve d'agilité, en tout cas de savoir s'adapter, de s'adapter très vite à ce qui est en train de se passer. Donc, on va parler de cette réforme. L'idée, c'est de ne pas rester dans quelque chose de trop théorique. Il y a un support qui contient pas mal d'informations. Le but du jeu, c'est de vous sensibiliser à cette réforme, son contenu, ses écueils, les questions classiques que vous avez d'ailleurs pour une partie d'entre vous déjà exprimées et qu'on retrouve nous chez nos clients aussi. Enfin, c'est grosso modo les mêmes questions, hein. Donc, c'est intéressant de voir qu'on tourne autour des mêmes sujets. Donc, on va répondre à ces interrogations légitimes que vous avez formulées. Et l'idée, c'est que dans le court mois de décembre qui s'annonce, vous ayez la possibilité de mettre en place un certain nombre de choses en interne, ainsi qu'avec vos partenaires commerciaux ou de logistique d'ailleurs, pour être prêt à traiter ce sujet de la TVA à l'importation au 1er janvier, quand les opérations vont commencer à avoir lieu, et au mois de février, lorsque les déclarations de TVA correspondantes vont commencer à être déposées. Alors, je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas les questions au fur et à mesure. Et comme le disait Annie, c'est compliqué d'interagir quand on est aussi nombreux. On est plus de 200 aujourd'hui. Donc, les questions, les interrogations que vous pourriez avoir, mettez-les bien dans la section questions et réponses de l'outil. Je sais qu'Annie l'a déjà dit, mais il vaut mieux le répéter. Comme ça, au moins, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est mieux. Et s'il y a des problèmes de son ou de vidéo, là, par contre, n'hésitez pas à intervenir dans le petit onglet discussion et Annie me fera des grands coucous ou interviendra à l'oral pour me dire qu'il y a un problème. On ne sait jamais, ça peut arriver. Bien, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, le plan, rien de très surprenant. On va parler très brièvement du régime actuel et surtout, on parlera longuement du nouveau régime, des sanctions et des liens utiles. On va beaucoup passer de temps sur la partie numéro 2, hein. Le reste étant plus pour faire un peu de contexte. Le régime actuel que vous connaissez pour la plupart,
Il est régi alors, notamment par ces articles du Code général des impôts. Attention, il y a d'autres articles qui s'appliquent dans le Code des douanes de l'Union que je n'ai pas résumé ici puisque j'ai abordé le sujet selon un prisme très TVA, très fiscal. Vous verrez, rassurez-vous, parce que là, je vois les inquiétudes poindre. On parlera de la partie douane, mais on parlera de la partie douane de manière vraiment très, très opérationnelle. Aujourd'hui, les importations relèvent de la compétence exclusive de l'administration des douanes, la Direction générale des douanes et des droits indirects, DGDDI pour les intimes. Elle est compétente en matière d'assiette, c'est-à-dire le montant que l'on va déclarer à l'importation. Elle est compétente également en matière de recouvrement, c'est-à-dire la perception des droits et taxes à l'import. Il n'y a pas que les droits de douane et la TVA, il y a toute une série de taxes diverses et variées selon la nature des biens que l'on importe, voire de leur origine, ça peut arriver. Elle est compétente également pour tout ce qui concerne le contentieux. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, le contentieux qui est lié à la TVA à l'importation pourrait être jugé devant le juge civil. On va voir que ça va changer. Bon, heureusement, on parle de contentieux, donc normalement de quelque chose qui ne vous concerne pas tous les jours. Le principe est assez simple. Lorsque l'on importe des biens, on doit déposer une déclaration d'importation auprès de l'administration des douanes, déclaration d'importation qui va permettre de procéder à la liquidation de la TVA à l'importation. La liquidation de la TVA à l'importation, c'est tout simplement de calculer l'assiette imposable, le montant que l'on va taxer, et d'appliquer la TVA à ce montant. Et normalement, on verse cette TVA à l'importation directement à l'administration des douanes pour pouvoir, pour pouvoir retirer la marchandise. Non, j'exagère, ce n'est pas aussi manichéen que ça, mais en tout cas, ça se fait au même moment que ce que l'on appelle la mise à la consommation, qui est le dédouanement tel qu'on l'entend dans la plupart des cas. Les seules exceptions que vous connaissez pour certains d'entre vous concernent les régimes douaniers suspensifs, type entrepôt sous douane, type perfectionnement passif, et j'en passe, ainsi que les régimes fiscaux suspensifs, l'entrepôt fiscal pour ceux qui connaissent ou l'utilisent, qui permet de suspendre l'application notamment de la TVA à un moment ultérieur où on va sortir la marchandise de ces régimes douaniers ou fiscaux suspensifs. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. L'inconvénient principal que vous connaissez pour la plupart, c'est le portage de trésorerie entre le moment où on verse sa TVA à l'administration des douanes et le moment où on va déduire cette TVA via sa déclaration de TVA périodique. Il peut se passer un écart de un mois et demi, voire pour ceux qui seraient en périodicité déclarative trimestrielle, c'est rare, mais ça peut arriver, un portage de trésorerie de 4 à 5 mois. Donc, ce n'est pas négligeable. L'autre sujet, c'est que dans la plupart des cas, la fonction douane est externalisée auprès d'un spécialiste, d'un déclarant en douane, qui également, en plus de cette mission de déclarant, va faire l'avance de trésorerie. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Ça représente un coût qui n'est pas forcément très élevé, mais c'est un coût quand même. Et ça représente des mouvements de trésorerie, des mouvements financiers qui sont parfois non négligeables. Le dernier point, c'était un déficit de compétitivité. On va revenir là-dessus parce que ce n'est plus tout à fait vrai. Un déficit de compétitivité de la France vis-à-vis d'autres États membres tels que, on citait toujours la Belgique et les Pays-Bas, qui ont mis en place très tôt des mécanismes d'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Alors, ce déficit de compétitivité, il a été comblé puisque, alors je vois qu'il y a des choses qui se passent, il y a des coupures de son. Aïe, mince. Est-ce que d'autres gens ont des coupures de son ou pas? N'hésitez pas à réagir là-dessus. Pour ce qui me concerne, moi, je n'ai pas de souci. Oui, je pense que ça vient de la personne, malheureusement. Il faut qu'elle voit de son côté. Ouais. Merci pour vos réponses. Parfait. Ça nous rassure. Merci. Donc, je suis désolé, ça doit être un problème de connexion. C'est l'inconvénient de l'enregistrement et d'Internet. J'aurais préféré qu'on soit tous quelque part en Bretagne, tous ensemble, mais bon.
Vous savez, je ne sais même pas si La vie est ainsi faite. on n'aurait peut-être même pas pu, parce que vu le nombre, il aurait fallu qu'on réserve un palais des congrès. Je ne me suis pas encore produit au Palais des Congrès. Eh ben, on verra ça pour l'année prochaine, si tout va bien. Peut-être un objectif. Mm. Ok, donc le déficit de compétitivité dont je parlais, il est vraiment à relativiser. Ce n'est plus tout à fait vrai. Parce que, justement, c'est là que intervient le régime d'autoliquidation actuel, que vous connaissez probablement déjà pour la plupart. La France s'est alignée sur ses voisins les plus immédiats, en tout cas ceux qui faisaient une grosse concurrence en matière de dédouanement, Anvers et Rotterdam notamment, mais pas que. On a mis en place un mécanisme d'autoliquidation qui est soumis, on va dire, à des conditions. Il y a des conditions à remplir, elles ne sont pas draconiennes. Il y a également le fait qu'il faut être soumis au régime réel normal de TVA, mais ça non plus, ce n'est pas forcément une problématique qu'on a vu remonter comme étant bloquante. Le vrai sujet, c'est plutôt qu'il fait une demande d'autorisation préalable auprès de la direction des douanes compétente pour votre entreprise. Que dans la plupart des cas, en tout cas, nous, on n'a pas eu de remontée de difficultés particulières. Les seules difficultés concernaient des sociétés qui ont eu des petits soucis avec les douanes ou des petits soucis aussi avec parfois l'administration fiscale. On a vu des dossiers où voilà, des problèmes liés aux déclarations de TVA avaient pu impacter les décisions de la DGDDI, mais c'est très, très, très exceptionnel et souvent, ça a pu être levé. Je ne m'appesantis pas plus que ça sur ce régime actuel, si ce n'est de dire que visiblement, il fonctionne bien, que les difficultés techniques qu'on a pu rencontrer au tout début ont été très, très vite levées et que ça montre bien qu'il n'y a pas de réel danger à ouvrir les vannes d'une autoliquidation plus généralisée. En tout cas, c'est notre point de vue en tant que déclarant TVA. On n'a pas de divergence marquée de la part de l'administration fiscale. Donc, je pense que c'était l'ordre normal, l'ordre logique des choses que d'avoir une extension. Alors, je vais parler du nouveau régime. Je ne vais pas m'étendre sur la genèse, les motivations, le pourquoi du comment on en est arrivé à une généralisation. Je vais essayer de rester factuel, car je sais que on va dire que la coopération entre l'administration des douanes et l'administration fiscale n'a pas toujours été la coopération la plus exemplaire et qu'il faut être conscient qu'il y a je ne veux pas dire une lutte d'influence, mais la répartition des compétences entre ces deux administrations fiscales qui dépendent pourtant du même ministère n'est pas un sujet complètement neutre. Donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, on va rester sur du factuel. Et le factuel, c'est qu'on a un transfert de compétences de l'administration des douanes vers l'administration fiscale. Ça, c'est un fait. Et il est intéressant de commencer à vous parler de cette réforme par ce biais, parce que la direction générale des finances publiques, la DGFiP, va devenir compétente pour le recouvrement de la TVA, puisque ce recouvrement va se faire via non plus une déclaration d'importation, mais une déclaration de TVA. L'administration fiscale va devenir compétente également pour le contrôle du recouvrement. Et ça, c'est un point sur lequel il faudra vraiment être attentif. Et le dernier point, c'est le contentieux de ce recouvrement qui, lui, passe devant le juge administratif. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du contentieux actuel qui est devant le juge civil. Aujourd'hui, c'est un juge administratif. Inutile de vous dire que le juge administratif est généralement un peu plus compétent pour parler de TVA que le juge civil et que ça pourrait également entraîner un certain nombre de, je ne vais pas dire de complications, mais une approche un petit peu plus technique de ce recouvrement. La DGDDI, les douanes ne sont pas non plus complètement dessaisies. Les douanes restent compétentes pour le contrôle de l'assiette, et on verra que ça, c'est un vrai sujet. Et également le recouvrement et le contrôle du recouvrement pour
toutes les importations qui sont réalisées par des non-assujettis, c'est-à-dire des particuliers, des micro-entrepreneurs ou des personnes morales de droit public, pourquoi pas. Bien, une fois qu'on a positionné cette réforme dans un contexte un petit peu plus global, le sujet principal qui nous intéresse ce matin, c'est que l'autoliquidation de la TVA à l'importation devient le principe. Je vous ai mis les sources, je ne vais pas aller les détailler, on ne va pas lire les articles 293A et d'ailleurs, je l'ai cité 2 fois, pardon. Je ferai une correction parce que ça, ce n'est pas normal. Il y a un autre article à citer. Pardon. Ça m'avait échappé aussi également. Oui, je l'ai relu hier soir, mais bon. Voilà. Remarquez, non, il n'y a pas de doublon, 293A et 293A quater. Ah oui, pardon. Exact, en fait, exact, voilà. exact, c'est le A quater. Et je ne vous ai pas cité, mais il y a le 1695 qui reste d'actualité, mais qu'on connaît déjà, donc je ne l'ai pas remis ici. Oui, effectivement, pardon, j'ai loupé le A quater, j'étais déjà sur la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est que l'autoliquidation est généralisée à tous les assujettis. Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que c'est optionnel? Est-ce que c'est obligatoire? Je vous confirme que ce sera obligatoire pour tous les assujettis à la TVA. Alors, nous, par exemple, on est concerné par la question des sociétés étrangères. Est-ce que les sociétés étrangères vont devoir avoir un numéro de TVA français pour pouvoir importer en France? La réponse est oui. On a eu de grandes discussions avec nos pairs avocats ou déclarants comme nous, ainsi qu'avec l'administration fiscale. Et l'administration des douanes a publié une circulaire la semaine dernière qui est assez claire sur le sujet et on a eu confirmation de l'administration fiscale. Tous les assujettis qui importent doivent désormais avoir un numéro de TVA. Ça sous-entend que des structures de petite taille qui aujourd'hui n'étaient pas assujetties à la TVA parce qu'elles ont un régime micro ou autre, doivent se rapprocher de leur service des impôts également pour obtenir un numéro de TVA et pouvoir importer. Parce que l'importation va être soumise à l'obligation d'autoliquider la TVA dans sa déclaration de TVA. Donc, c'est obligatoire et c'est valable pour tous les assujettis. Alors, je n'ai pas remis ce qu'est un assujetti, mais un assujetti est, on va dire, un professionnel, quelqu'un qui exerce une activité économique, qui est une notion extrêmement large, moyennant une contrepartie, c'est-à-dire j'allais dire en espèces, monétaire ou échange de services ou de biens. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement large et qui rebat les cartes pour un certain nombre d'opérateurs qui bénéficiaient de régimes simplifiés ou régimes micro ou les sociétés étrangères également. Cette autoliquidation va se faire pour toutes les opérations de mise à la consommation, qu'elles soient taxées ou non taxées. Ça veut dire que même si c'est exonéré, il y aura une obligation déclarative. Je reviendrai là-dessus. On va regarder quelle est la nouvelle déclaration de TVA que vous allez devoir utiliser. Vous verrez qu'elle est un peu plus compliquée que celle que vous connaissiez jusqu'ici. Ce régime va également avoir un impact sur tout ce qui est sorti de régimes douaniers ou fiscaux suspensifs. Si vous importez de la marchandise et que vous la mettez dans un entrepôt sous douane, il y a normalement un moment ou un autre où cette marchandise va sortir du régime douanier suspensif ou fiscal suspensif et où s'appliquera également à ce moment-là le principe d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Alors, le gros changement, c'est qu'il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus de conditions, vous savez, les 4 conditions qui sont d'avoir réalisé 4 importations dans l'année ou encore d'avoir, je vais faire très court, une moralité fiscale et douanière irréprochable. Ces conditions n'existent plus. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à faire de demande d'autorisation préalable ou de renouvellement ou de discuter de ces autorisations préalables avec l'administration des douanes. Ce sera obligatoire et automatique. Un dernier point, au-delà de cette notion d'obligation, le fait que ce ne soit pas optionnel, c'est la date d'exigibilité, c'est la date du bon à enlever.
qui est une notion que vous devez déjà connaître si vous manipulez des déclarations d'importation ou d'exportation, on l'a sur les deux. C'est la validation par les douanes de la déclaration telle qu'elle a été déposée. C'est cette date qui va compter comme l'exigibilité de la TVA. C'est-à-dire que j'importe de la marchandise au mois de janvier et l'administration des douanes appose son BAE, son bon à enlever, le 15 janvier. Mon importation devra figurer dans la déclaration de TVA du mois de janvier que je vais déposer du coup au mois de février. Là où ça va être un petit peu plus complexe, c'est si vous avez une marchandise qui arrive au port le 30 janvier et que le bon à enlever est émis le 2 février, normalement, on devrait retenir la date du 2 février. Du coup, auto-liquider la TVA dans la déclaration du mois de février qu'on va déposer au mois de mars. Bien. Un sujet qui revient régulièrement dans les questions que nous, on s'est posées et que vous nous avez posées également, c'est les régimes spécifiques d'importation en franchise et le régime 42, c'est-à-dire l'importation en exonération en vue d'une livraison intracommunautaire immédiate sur la même marchandise, même bien sans transformation. Ces régimes perdurent, ces régimes vont persister, ils continuent à exister et ne seront pas impactés en tant que tels par cette réforme. De la même manière, je vous parlais tout à l'heure des régimes douaniers ou fiscaux suspensifs, entrepôt sous douane, perfectionnement passif, etc. etc. Ces régimes continuent à exister et le placement des biens ou des marchandises sous ces régimes suspensifs restera identique. D'accord ? C'est la sortie de ces régimes qui, elle, va être impactée puisque c'est à la sortie de ces régimes suspensifs que l'on procède à l'application des droits de douane, de la TVA à l'import, voire d'autres taxes. Donc, comme vous le voyez, c'est à la fois une simplification. Quand on regarde tout ce que je viens de vous dire, hein, ça reste de la simplification. Hein. Si je remonte un petit peu avant, on n'a plus de conditions. C'est très simple, c'est pour tout le monde, de la même manière. La date d'exigibilité, elle est relativement simple, hein, puisque ça va dépendre de ce qu'il y a sur la déclaration en douane. Et puis finalement, les régimes un peu complexes qu'on peut utiliser par ailleurs continuent à exister. Et du coup, en tant que tel, ce n'est pas une complication, c'est vraiment une simplification. Donc, je pense que l'objectif poursuivi par l'administration fiscale et l'administration des douanes est plutôt rempli. Si on regarde un tout petit peu plus en pratique, et c'est là que cette slide va intéresser toutes les personnes qui manipulent un peu la documentation douanière, on va avoir un DAU, donc un document administratif unique, plus communément appelé déclaration d'importation, ou IMA, IM avec une lettre. Ce DAU import va comporter un certain nombre de mentions, un certain nombre d'informations que vous devez connaître, quelle que soit votre fonction, parce que ça va impacter votre manière de lire la déclaration d'importation et du coup de savoir exactement ce que vous devez faire après. Le CANA, c'est les codes de transaction qui vont être, les codes qui vont être utilisés pour renseigner les informations de dédouanement. Ce code 1008 ou FR7, ça dépend de la procédure Delta que vous utilisez pour importer. Je ne peux pas rentrer dans ce détail technique parce que là, pour le coup, ça devient vraiment très technique sur l'aspect déclaratif en douane. Mais quand on remplit une déclaration en douane, on remplit un certain nombre d'informations et on doit indiquer avec ce code 1008 ou FR7 le numéro de TVA du redevable de la TVA à l'importation. Va figurer également sur la déclaration d'importation une mention TVA autoliquidée ou ATVA. Normalement, ça sera ATVA pour autoliquidation de la TVA. Ne paniquez pas quand vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'autoliquidation de la TVA à l'importation, ne paniquez pas quand vous verrez sur les déclarations d'importation que le montant de TVA à l'import est calculé sur la déclaration d'importation.
C'est normal, c'est indiqué à titre purement indicatif. Ça ne vous exonérera pas de bien auto-liquider la TVA dans vos déclarations de TVA. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour parler du numéro de TVA du redevable de la TVA à l'import tel qu'il doit être indiqué sur la déclaration d'importation. Ça va être une information vraiment cruciale pour savoir qui est l'importateur au sens de la TVA et du coup, qui a l'obligation de liquider, d'auto-liquider la TVA à l'importation. Parce que ça, c'est une question qu'on a eue. Comment on va faire pour identifier la bonne personne? Quel est le numéro de TVA qu'on doit indiquer? Et il y a des cas où c'est très simple. Je suis une société française, j'achète de la marchandise et mon fournisseur l'expédie depuis les États-Unis et je reçois la marchandise en France, marchandise que je vais faire rentrer dans mon entrepôt de stockage et revendre par la suite. Là, j'ai envie de dire, on est dans un cas extrêmement simple. Moi, société française qui est acheteur et qui en plus vais physiquement recevoir la marchandise dans mes propres entrepôts, je suis à la fois le destinataire au sens douanier, et du coup l'importateur au sens douanier, et je suis également l'importateur au sens de la TVA, c'est-à-dire la personne qui va prendre possession de cette marchandise pour réaliser des opérations taxables derrière, c'est-à-dire en l'occurrence des ventes. Donc, j'ai le même statut d'un point de vue douanier et d'un point de vue TVA. Donc, il n'y a aucune hésitation. Je dois veiller à ce que ce soit mon numéro de TVA à moi qui figure sur la déclaration d'importation. Ça n'empêchera pas que la déclaration d'importation va quand même mentionner mon numéro EORI en tant qu'importateur douanier, mais elle doit également mentionner mon numéro de TVA en tant qu'importateur TVA. Car, petite subtilité du droit, j'allais dire européen, puisque c'est la même problématique partout, on a une définition de l'importateur en droit douanier qui n'est pas tout à fait la même que celle du droit fiscal. Ce qui fait que lorsqu'on a des schémas un peu complexes, du genre, je fais rentrer de la marchandise, mais elle est livrée directement chez mon client. Je prends le même schéma que tout à l'heure. Je suis une société française, j'achète à une société américaine qui expédie la marchandise, et au lieu de faire rentrer la marchandise dans mon entrepôt, la marchandise arrive directement chez mon client qui, pour faire très simple, est aussi une société qui est établie en France et je fais livrer en France. Bon. Va se poser la question du destinataire réel de la marchandise, qui est mon client, et qui pourrait tout à fait être l'importateur au sens douanier, et l'importateur TVA qui est moi, puisque je suis le propriétaire de la marchandise au moment où elle rentre sur le territoire français. Je mets juste cet exemple sur la table pour vous montrer que ce n'est pas forcément des notions toujours très simples, parce que là, je prends des cas relativement simples, mais dès qu'on va rentrer dans des sujets où une marchandise va être importée en France par une société étrangère, livrée à une société française qui est son sous-traitant pour une prestation de façonnage et qu'ensuite la marchandise est livrée chez un client final en France. Voilà, je vous ai montré juste avec un exemple très très simple qui arrive tous les jours qu'on peut avoir une complication très rapidement et que l'identification du redevable de la TVA à l'import n'est pas forcément un sujet toujours très simple. Veillez, ça c'est ma recommandation, tout simplement à ce que lorsque vous pensez être l'importateur, c'est-à-dire vous achetez à une société qui vous expédie de la marchandise ou des biens depuis un pays tiers à l'Union européenne, veillez bien à ce que cette personne indique votre numéro EORI et votre numéro de TVA sur sa facture. Ce ne sont pas des informations qui sont obligatoires, c'est une recommandation. Ça permettra à la personne qui dépose la déclaration en douane d'avoir accès à l'information de manière plus rapide, plus simple. Et c'est surtout que vous maîtriserez beaucoup plus facilement le contenu des déclarations d'importation qui sont déposées en votre nom. J'ai une remarque, Alexandre, permette-moi de vous interrompre. J'ai une remarque d'un participant, je ne l'ai pas identifié dans la liste,
probablement peut-être un déclarant en douane. Ah oui, c'est un doc joint. Oui, tout à fait. Pardon. J'ai été un peu vite dans l'indication. D'accord. Mais c'est une information qui doit figurer, et c'est quand on saisit sa déclaration d'importation, que l'on doit indiquer ce numéro avec le code. Effectivement, c'est pas code. Oui, j'ai l'habitude de dire CANA, c'est une mauvaise habitude. C'est là qu'on voit que je suis plus TViste que douanier. Mais c'est un code 1008 et non pas un CANA. OK. Merci. Parfait. Une fois qu'on a précisé un petit peu cette question du numéro de TVA que l'on doit indiquer, ça, c'est les informations, on va dire, essentielles que vous devriez retenir au niveau de la déclaration d'importation. La déclaration de TVA CA3, alors, je rappelle que l'exigibilité correspond au bon à enlever. Ça, c'est une première chose que j'ai déjà dite, mais que je répète parce que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir transposer dans votre fonctionnement et être certain qu'il n'y ait pas de loupé sur cette question-là. Au niveau de la déclaration CA3, les impacts, c'est que cette déclaration va être pré-remplie. Je vous ai mis les lignes. On va revenir dessus juste après, puisque je vais vous montrer à quoi ressemble la future déclaration de TVA si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les notes qui ont été publiées. Pardon. Et cette déclaration sera pré-remplie à partir du 14 du mois suivant. C'est-à-dire que si je regarde ma déclaration du mois de janvier 2022, à partir du 14 février, vous aurez comme cadeau de la Saint-Valentin une déclaration CA3 pré-remplie. On a rêvé mieux comme cadeau, mais enfin bon, on aura déjà ça. La seule chose, c'est que ce pré-remplissage ne sera valable que pour certaines lignes, pas toutes. Attention également, ça ne pré-remplira pas la partie TVA déductible. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude d'auto-liquider de la TVA, lorsque l'on auto-liquide de la TVA, on ne fait que calculer de la TVA due à l'État. Il faut se pencher ensuite sur la question de la déductibilité de cette TVA. Et normalement, la plupart d'entre vous ont un droit à déduction intégrale ou partielle et vont donc pouvoir déduire de la TVA. Donc, il ne faudra pas oublier, dans la partie TVA déductible, de reporter ce chiffre. D'accord ? Une autre remarque que je n'ai pas indiquée ici, mais qui est plus que vraie, c'est si vous déposez vos déclarations de TVA via EDI, ce qui est notre cas, nous, par exemple, l'intégralité des déclarations de TVA que l'on dépose pour nos clients sont déposées via EDI, donc complètement dématérialisées et même avec un message informatique qui est structuré, mais pas très facile à lire. Évidemment, ça demande quand même un travail de retraitement puisque le fichier que vous allez injecter sur impôt.gouv doit être renseigné des importations. Donc, en gros, ce qui est pré-rempli sur le site de l'administration fiscale ne sera pas pré-rempli dans votre fichier que vous allez injecter sur le portail impôt.gouv. Donc, il y a un travail quand même de manipulation à faire, mais on va revenir là-dessus, parce que ce n'est pas juste de la manipulation, c'est de la vérification. Donc, du coup, on se retrouve avec une déclaration de TVA pré-remplie. C'est la première fois qu'on a une déclaration de TVA pré-remplie, à ma connaissance, et c'est un début. C'est un début. Clairement, l'administration fiscale veut, à terme, que les déclarations de TVA soient pré-remplies. Alors, le à terme, il est dans longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette réforme de la facture électronique et du e-reporting, pour utiliser le mot anglais, en temps réel. Si ce n'est pas le cas, on en reparlera. Mais l'administration fiscale veut avoir un maximum d'informations, pré-remplir un maximum de choses dans la déclaration de TVA, puisque ça veut dire que ces informations sont vérifiées des deux côtés, côté fournisseur, côté acheteur. Au-delà de la déclaration CA3, il y a une autre information qui est essentielle, et ça, c'est des associations professionnelles qui se sont battues pour l'obtenir, puisque ça existe dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni. C'est une liste récapitulative des importations du mois qui ont été réalisées à l'aide d'un numéro de TVA. Vous pourrez, le 14 du mois suivant également, vous voyez que c'est exactement la même chose que pour la déclaration CA3, puisque c'est la même information, vous pourrez, en vous connectant sur le site des douanes, obtenir
une liste récapitulative de toutes les importations qui ont été déclarées sous votre numéro de TVA. On verra que cette liste va avoir son importance parce que vous aurez une obligation de vérifier que ces informations pré-remplies dans la déclaration CA3 et disponibles dans la liste récapitulative sont justes. Dernier point, avant de rentrer dans le détail de la déclaration, du DAU, etc., le report de la limite de dépôt et de correction des déclarations de TVA jusqu'au 24 du mois suivant. Si vous aviez une date limite de dépôt de vos déclarations au 19, par exemple, du mois suivant, elle sera reportée au 24. C'est-à-dire qu'on va avoir une harmonisation de la date limite de dépôt des déclarations et du coup de la possibilité de corriger les montants pré-remplis dans votre déclaration de TVA. Si pour une raison ou une autre, votre déclarant en douane, interne ou externe, a fait une erreur sur un montant, ou que l'administration n'a pas eu connaissance d'une opération parce que la déclaration d'importation a fait l'objet d'une correction. Voilà. Il peut y avoir pas mal de situations, on va revenir dessus, où on peut avoir un écart entre ce que l'administration fiscale a reçu de la part de l'administration des douanes comme information et ce que vous avez dans votre comptabilité, vos dossiers logistiques, etc. etc. Pour être sûr de bien comprendre la notion du 24 du mois suivant, oui. C'est le mois suivant, le mois de c'est-à-dire ça fait 10 jours de décalage ou un mois et 10 jours? Non, ça fait quelques jours de décalage. Ah oui. Si on parle des importations avec un BAE daté du mois de janvier, vous avez jusqu'au 24 février pour finaliser votre déclaration et la déposer. Donc, ça ne fait que quelques jours de décalage, in fine. Pour ceux qui n'étaient pas déjà au 24, parce qu'il y en a. Donc ça, c'est vraiment un panorama assez rapide. Je corrigerai le CANA. J'ai bien noté. Merci pour cette remarque. Je corrigerai les slides avant que ça circule. Si on rentre un peu plus dans le détail, les avantages, vous les connaissez, c'est ceux qui existent déjà avec l'autoliquidation de la TVA à l'import aujourd'hui. Le gain de trésorerie, voilà. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de conditions ni d'autorisation. Voilà, ça, vous le saviez déjà, c'est ce qu'on a dit en introduction. Les contraintes maintenant. Parce que pour le coup, il va vraiment y avoir des contraintes. Vous devrez impérativement collecter l'intégralité de vos DAU import. Déjà pour vérifier que c'est bien votre numéro de TVA qui a été utilisé pour la mise à la consommation, MAC, pour les intimes. Et également vérifier la valeur en douane, c'est-à-dire le montant qui a été déclaré. Il est vivement recommandé, si vous gérez ce sujet en interne, évidemment, vous aurez la main sur l'intégralité de ce qui est déclaré, du contenu des déclarations, en tant qu'importateur. En revanche, si en tant que société importatrice, vous travaillez avec un représentant en douane, un agent qui dépose les déclarations en votre nom et pour votre compte, je vous invite vivement à vous rapprocher de votre déclarant en douane habituel pour bien vérifier comment ça va pouvoir se faire, mettre en place des schémas, des flux documentaires les plus simplifiés possibles parce que pour nos amis déclarants en douane, et il y en a présent aujourd'hui, ça va représenter cette réforme une surcharge qui n'est pas négligeable de travail et de responsabilité. Alors, il faut relativiser les choses quand même, mais c'est quelque chose qui existait déjà. Normalement, on devait déjà avoir une communication de ces déclarations d'importation ou d'exportation dans des délais raisonnables. Là, par contre, attention aux délais, puisqu'on a une obligation déclarative derrière et que cette obligation déclarative, c'est à l'importateur de la remplir. Donc, à la société qui achète ou qui fait rentrer de la marchandise en France. Donc, anticipez ce point-là, discutez-en avec vos déclarants en douane pour que les choses se passent le plus simplement et le mieux possible. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pourquoi il faudra collecter ces
impérativement tous ces DAU à l'import, c'est parce que certains vont être automatiquement repris dans la déclaration de TVA ou dans le fameux tableau récapitulatif, et d'autres pas. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut bien veiller à regarder quelle est la procédure d'importation qui a été utilisée, comment ça se passe, et puis ensuite pouvoir faire une réconciliation tout simplement avec ce qu'on reçoit de la part de l'administration des douanes ou de l'administration fiscale. J'ai évoqué tout à l'heure très brièvement ce qui ne sera pas présaisi. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Vous aurez une liste de ce qui n'est pas présaisi et qui, du coup, va requérir un vrai travail de suivi que vous faisiez peut-être déjà ou partiellement, qu'il va falloir compléter. Le vrai sujet, et ça pour en avoir discuté avec des entreprises de taille variée, c'est la réconciliation entre ce qui va figurer dans la déclaration CA3, la déclaration de TVA, de manière présaisie, ou la fameuse liste récapitulative, et ce que vous aurez, vous, en comptabilité ou en logistique ou sur vos déclarations d'importation. Il est possible qu'il y ait des écarts et il faudra vraiment veiller à les identifier et les expliquer. Parce que si l'administration fiscale vous indique un montant X d'importation à auto-liquider que vous, sur base de ce que vous avez dans votre comptabilité ou dans votre documentation logistique, vous voyez que c'est un montant différent, montant Y, il faudra déclarer a priori le montant Y, puisque vous connaissez quand même bien vos flux, mais vérifier d'où vient cet écart. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est une erreur qui vient de votre côté? Pour X raisons, est-ce que c'est une erreur qui est du côté de l'administration? Ou est-ce que c'est explicable tout simplement parce qu'il y a eu une déclaration d'importation qui a fait l'objet d'une correction, et s'il y a une correction, ça n'est pas automatiquement repris dans la déclaration CA3, par exemple. Donc, ça va représenter quand même une surcharge de travail, en tout cas au début, qui est non négligeable, notamment si vous faites la comptabilité et du coup les déclarations de TVA pour plusieurs entités de votre groupe, parce que ça veut dire que vous devez faire attention à plusieurs numéros de TVA, que vous devez recevoir de la documentation qui vient de plusieurs entités. Ça, c'est le premier niveau de complication. Le deuxième niveau de complication, c'est que si vous travaillez avec plusieurs déclarants en douane, ce qui arrive régulièrement, eh bien, vous avez un risque, entre guillemets, multiplié d'avoir des écarts parce que tel déclarant en douane n'a peut-être pas eu toutes les informations, parce que, enfin voilà, vous multipliez les canaux de communication et du coup, les risques de divergence. Alors, ceux qui utilisaient déjà l'autoliquidation de la TVA à l'import ont déjà fait face à ces questions, ces risques ou ces difficultés. Ceux pour qui ça va être complètement nouveau, encore une fois, c'est un sujet qui mérite d'être anticipé, et si vous mettez en place des choses simples avec vos déclarants en douane sur la manière dont votre documentation douanière va être préparée, ce que vous mettez dans vos factures, dans vos bons de commande, pardon, et que vos fournisseurs devraient mettre sur leurs factures, la manière dont votre déclarant en douane va pouvoir vous envoyer les déclarations d'importation, une adresse mail générique, ou enfin voilà, il y a plein de solutions imaginables qui dépendent que de vos besoins et vos contraintes à vous. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite sur ce genre de choses, mais la seule réponse toute faite, c'est de prendre contact au plus tôt avec vos déclarants pour bien valider qu'eux ont toutes les informations, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de choses à anticiper. Ça m'amène à vous parler de la PAF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la piste d'audit fiable. C'est comment dire, les procédures que vous avez mises en place en interne et qui doivent être documentées au passage. Les procédures que vous avez mises en place en interne pour bien suivre l'intégralité de vos flux depuis le bon de commande jusqu'à l'archivage comptable et au paiement. Donc là, vous avez un bel exemple de mise à jour de votre documentation sur la piste d'audit fiable, puisque votre capacité en interne à
recevoir la documentation conforme et à vérifier que cette documentation est, comment dire, correspond à ce qui est dans la déclaration de TVA ou à expliquer les écarts, fait partie intégrante de la piste d'audit fiable. Et je peux vous confirmer que l'administration fiscale, en tout cas le mot ce qui circule dans les pôles contrôle et expertise, est que la piste d'audit fiable doit être demandée lors d'un contrôle fiscal, au même titre que votre fichier des écritures comptables et au même titre que votre documentation de prix de transfert, si vous en avez une. Donc maintenant, on a un triptyque qui est vraiment établi. Alors là, je parle vraiment de contrôle fiscal uniquement. Mais le jour où vous avez une vérification de comptabilité, c'est les 3 documentations qu'on va vous demander. Et dans votre piste d'audit fiable, il doit y avoir quelque chose sur votre procédure à l'import, les vérifications que vous réalisez en interne. Pour le coup, c'est vraiment très important. J'en profite pour signaler qu'on a prévu un webinaire sur ce sujet, Alexandre, l'année prochaine, probablement autour du mois d'avril, début avril, sur piste d'audit fiable et contrôle fiscal. On a des retours de plus en plus pressants. C'est quasi systématique maintenant. L'APA fait partie de ce qui est demandé pour le premier rendez-vous avec l'inspecteur. Donc, du coup, oui, la qualité des informations reportées dans les documentations, dans les déclarations d'importation, ça dépend des personnes qui s'occupent des déclarations d'importation. Donc là, le but du jeu, ce n'est pas de taper sur les déclarants en douane en interne ou en externe, hein, c'est de dire que, heureusement ou malheureusement, la qualité des informations qui vont se retrouver dans les déclarations d'importation dépend de la qualité du travail qui est fait par le déclarant en douane. Donc, le déclarant en douane, malheureusement, va avoir une responsabilité un petit peu accrue de bien veiller à ce que tout soit fait correctement. On voit parfois des erreurs sur le numéro de TVA ou sur l'importateur. On voit parfois des erreurs sur la valeur en douane, la valeur à l'importation. Alors, il ne faut pas aller trop vite en besogne et se dire que c'est uniquement la faute du déclarant en douane. Le déclarant en douane travaille sur la base des informations qu'on lui donne. Absolument. Ouais. Et ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Tout ça, c'est du flux d'informations, hein, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à mettre à profit ce mois de décembre pour bien veiller à ce que vos flux d'informations entre les opérationnels, le juridique, la comptabilité, la logistique, le déclarant en douane et puis éventuellement des magasiniers ou autres, que l'information circule entre vous et que vous puissiez voir comment tous ces processus de contrôle et de vérification, donc de réconciliation, vont pouvoir se mettre en place. Ça laisse peu de temps. Effectivement, si vous n'avez pas déjà commencé, c'est plus compliqué, effectivement, mais il n'y a pas de raison, hein. Vous avez su fonctionner jusque-là, vous saurez fonctionner demain et mettre en place quelques ajustements avant le 1er janvier, c'est, à mon sens, toujours faisable. Donc, je vous y encourage vivement. Alexandre, est-ce qu'on peut regarder quelques questions qui ont trait à ce que nous venons de dire avant de passer au CA3? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Qu'en est-il des importations en consignation et d'éventuelles régularisations? Alors, on parlera des régularisations tout à l'heure. D'accord. Les consignations, c'est un régime spécial, je pense. Alors, les consignations, je connais surtout la partie stock en consignation, ouais. Mais en intra-communautaire. Donc, du coup, ça ne passe pas par les régimes douaniers. Sinon, après, je connais plus, j'ai plus l'habitude de voir des entrepôts sous douane et des choses comme ça. Mais tous les régimes douaniers suspensifs que vous connaissiez et que vous pouviez utiliser dans le passé continuent à exister. Il n'y a aucun impact au moment du placement sous régime douanier ou fiscal suspensif. Ça se fait dans les mêmes conditions qu'avant. Alors, à peu de choses près. Dans le détail, il y a 2-3 choses que l'on doit préciser, mais ça ne changera rien. On ne paiera pas, si vous faites un placement sous entrepôt douanier, entrepôt sous douane, vous ne paierez pas plus les droits de douane à l'import, ni la TVA à l'import. Vous ne les paierez pas au moment
de l'arrivée de la marchandise et de son placement sous le régime douanier suspensif. C'est au moment de la sortie de ce régime particulier. Tout est décalé à la sortie. C'est ça. Ouais. Alors, pour les livraisons en cours et qui arriveront seulement début 2022, y aura-t-il des tolérances s'il manque ces mentions de numéro de TVA? OK. Question piège. À date, on n'a aucune indication, ni de la part des douanes, ni de la part de l'administration fiscale, qu'on aura des tolérances. Et je partage votre inquiétude et votre envie de voir l'administration être un peu réaliste. Nous, on s'occupe de sociétés étrangères et on a tout un tas de sociétés qui, jusque-là, importaient sans être immatriculées à la TVA, parce qu'en France, on peut importer de la marchandise ou des biens sans être immatriculé à la TVA jusqu'au 31 décembre. Et ces sociétés faisaient ensuite une demande de remboursement de la TVA supportée à l'import. Bon. Demain, ces sociétés doivent s'immatriculer. Nous n'avons eu confirmation que ces sociétés ne devaient s'immatriculer que là, il y a hier. Hier, on a eu l'administration fiscale pour confirmer ce point-là. Les douanes avaient confirmé il y a une semaine. Ça veut dire qu'on va devoir nous immatriculer, là on a fait le calcul, à peu près entre 70 et 80 sociétés, sachant que l'administration fiscale met entre 2 et, allez, dans le pire des cas, 6 mois pour émettre un numéro de TVA. Je vous laisse imaginer le vent de panique qui parcourt notre clientèle en ce moment. Donc, je croise les doigts, on fera tout ce qu'on peut pour faire valoir une impossibilité matérielle que l'intégralité des opérateurs soit en conformité, notamment si vous avez des filiales, des sociétés sœurs ou autres étrangères et qui importaient sans être immatriculées. Effectivement, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'immatriculation de dernière minute et auprès de nos amis de la DINR à Noisy-le-Grand, donc le service des impôts qui s'occupe des sociétés étrangères. On est conscient que pour eux, ça va représenter un gros sujet, quelque chose qui va beaucoup les occuper pour cette fin d'année, voire qui est même inquiétant. Pour les sociétés non communautaires, elles doivent passer par un représentant fiscal. Donc là, c'est un peu différent. C'est le service des impôts du représentant fiscal qui est compétent. Donc ça peut aller plus vite. Mais j'encourage vivement. Hein, je sais que parmi vous, il y en a qui ont des filiales ou des sociétés mères ou des sociétés sœurs qui peuvent être concernées. C'est un sujet à regarder très, très vite. Oui. La CA3 est pré-remplie par qui? Elle est pré-remplie automatiquement, j'imagine? Oui, automatiquement. Automatiquement, alors, en fait, il y a des connexions entre les douanes et la CA3. C'est ça. C'est que l'administration des douanes, sur la base des déclarations en douane déposées, va établir la fameuse liste récapitulative dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui s'agrège de manière plus ou moins automatique, enfin, c'est même complètement automatique. Et cette information va être envoyée à l'administration fiscale qui va automatiquement le reporter dans les déclarations de TVA. D'accord ? Sachant que le dénominateur commun là-dedans, c'est le numéro de TVA. Le numéro de TVA sous lequel l'importation a été déclarée est l'élément qui permet à l'administration des douanes et à l'administration fiscale de faire le lien et pour l'une d'émettre l'information et pour l'autre de la recevoir et de la retranscrire automatiquement dans la déclaration CA3. Donc, vous n'avez rien à faire pour voir apparaître une ligne pré-remplie dans votre déclaration CA3. En revanche, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vérifier ce chiffre. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous devez le vérifier. Et pour ceux qui déposent leur déclaration CA3 via EDI, c'est-à-dire un message informatique 100% dématérialisé, là, vous devrez évidemment faire une petite gymnastique de comparaison entre ce que vous dit l'administration fiscale et ce que vous avez, vous, dans votre système. Alors, la liste récapitulative, est-ce qu'elle nécessite une inscription préalable? Oui, elle nécessite une inscription préalable. Je vais revenir dessus parce qu'il y a le lien. Le lien est à la fin de D'accord. OK. Tout à fait. Ça si nécessite dans le... Pardon. Oui, il faut créer, faut créer un espace professionnel sur le site des douanes. D'accord. Voilà. Si on a une procédure groupe qui prévoit que on fait sa déclaration TVA avant le 14, qu'est-ce qui se passe?
Excellente question. Je suis incapable d'y répondre puisqu'à ce jour, seule l'administration des douanes a émis des commentaires détaillés. L'administration fiscale ne l'a pas fait. Donc, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Si ce n'est, bon, il y a deux, trois choses sur les groupes. Je l'envisage très brièvement à la fin. Mais question à creuser, oui. Alors, si nous travaillons avec de multiples déclarants en douane, pouvons-nous avoir un accès sur le site de la DGDDI pour être sûr de récupérer tous les DAU? Alors, les DAU, non. La liste récapitulative, oui. D'accord. Si vous avez, comme l'écrasante majorité des importateurs, des sociétés, plusieurs déclarants en douane, vous allez être complètement indépendant d'eux pour obtenir la fameuse liste récapitulative vous-même via votre propre espace sur le site des douanes. C'est très important parce que ça fait partie des questions qui étaient à clarifier. Vous ne pouvez pas dépendre de chacun de vos déclarants pour vous envoyer chacun une liste. D'un autre côté, vous ne pouvez pas autoriser un déclarant à avoir accès à l'intégralité des informations, entre guillemets, des informations plus ou moins confidentielles, en tout cas que vous ne voulez pas révéler, sur ce que font les autres déclarants en douane pour la même société. Donc, du coup, vous avez accès à cette liste récapitulative vous-même, de manière complètement indépendante de ce que font vos déclarants en douane. En revanche, vous n'aurez pas accès via, pas à ma connaissance en tout cas, je ne vous cache pas que ça serait bien que ça arrive un jour, mais vous n'aurez pas accès à l'intégralité des déclarations d'importation en tant que telles. Donc ça, à moins que j'ai loupé quelque chose ou à moins que ça évolue dans le futur, je n'ai pas connaissance de cette possibilité-là. Donc, vous dépendez effectivement de vos déclarants en douane qui devront vous envoyer tous ces documents en temps et en heure. Les entreprises agricoles dont les déclarations sont trimestrielles, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le statut des exploitations agricoles, peut-être même y a-t-il d'autres statuts qui peuvent déclarer trimestriellement? Comment ça se passe? Alors, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de remise en cause de la périodicité trimestrielle. Point à approfondir éventuellement auprès de votre SIE. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une incidence, si ce n'est normalement qu'on a une deadline au 24 du mois suivant. Mais si vous êtes soumis à une périodicité trimestrielle, je n'ai pas vu passer d'éléments qui remettraient en cause cette périodicité. À creuser également, mais je ne pense pas que ça remette en cause votre périodicité. Alors, on a une question, mais qui est un peu pas complexe, mais un peu personnalisée. On la traitera en dehors du webinaire parce qu'on ne peut pas prendre toutes les questions individuelles. Un de mes déclarants en douane a pris en compte une TVA à 5,5 alors que le taux devait être de 10. Bon, bah, ça fait partie des corrections, j'imagine. Alors, c'est surtout le montant de TVA qui est pré-auto-liquidé dans la déclaration d'importation n'est là qu'un titre indicatif. Ça ne vous exonérera pas, vous, de faire un contrôle et de vous dire « Ah, effectivement, j'ai un problème de taux et de moi-même, je vais corriger le taux de TVA appliqué quand j'auto-liquide. » Donc là, effectivement, c'est là qu'on voit le type d'erreur qui peut arriver de manière très fréquente. On se trompe sur un taux, on n'a pas tout à fait la bonne valeur en douane, on a oublié une facture. Parce que ça, j'ai déjà vu ça, des importations, on a dans le même conteneur 3 lots avec 3 factures et il y en a une qui passe à la trappe. Bon, ça, c'est des choses que vous devez vérifier quand vous allez faire cette fameuse réconciliation dont je parlais là à l'occasion de cette diapo sur les contraintes. Donc, vérification et correction s'il y a lieu. Correction, oui. Voilà. Normalement, la déclaration en douane, alors je ne suis pas certain qu'elle doive faire l'objet d'une correction lorsqu'il y a un problème de taux de TVA alors qu'on est à l'auto-liquidation. Si vous payez la TVA à l'import, là, aujourd'hui, au mois de novembre ou décembre, effectivement, quand il y a une erreur de taux de TVA, normalement, la déclaration à l'importation devrait faire l'objet d'une correction. A priori, c'est quelqu'un qui nous dit oui, effectivement.
Mais demain, quand c'est à l'autoliquidation, normalement, il doit y avoir correction. Après, si elle n'est pas faite, ça ne vous exonérera pas, vous, de faire cette correction derrière, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc là, j'ai une autre question un peu dans le même esprit. Dois-je attendre la régularisation de mon déclarant pour déclarer le bon montant de la TVA? Alors, non. Et je vais revenir là-dessus. Sur les régularisations, c'est extrêmement compliqué et il y a 2 pages et demie dans le BOD, c'est-à-dire le bulletin officiel des douanes qui Ouais, a été publié la semaine dernière, sur les régularisations et leur impact. C'est un sujet qui est extrêmement technique. Oui, c'est extrêmement technique, extrêmement complexe, peut-être pas, mais il y a pas mal de situations différentes qui peuvent entraîner des conséquences différentes et que je ne peux pas aborder là aujourd'hui si je veux qu'on finisse notre présentation. On pourrait juste sur les régularisations passer au moins une demi-heure, voire 1 heure. Donc, j'encourage les personnes qui s'intéressent à ces régularisations à regarder le bulletin officiel des douanes qui a été publié la semaine dernière. Le lien est à la fin du webinaire. Et vous verrez, alors j'ai plus les pages en tête, mais il y a toute une partie sur les régularisations avec des tableaux qui vous permettent, pour chaque type de situation, de savoir ce qui va se passer d'un côté douanier et d'un côté TVA. Et juste une question intéressante, effectivement, l'obligation d'immatriculation à la TVA pour importer est-elle communautaire ou franco-française? Elle est franco-française. Alors moi, je suis un peu mais dubitative parce que euh, j'ai eu à traiter un cas, une entreprise française qui voulait importer à partir d'Espagne et il fallait qu'elle soit immatriculée à la TVA espagnole. Et a priori, j'ai du mal à y voir clair parce que j'ai eu des réponses de déclarants en douane et de douane différentes. J'y perds un peu mon latin moi-même. Là, l'obligation dont on parle est franco-française. En revanche, il est vrai que dans la plupart des États de l'Union européenne, il est indispensable d'être immatriculé à la TVA pour pouvoir réaliser une importation. Ça n'est pas vrai partout. Il y a des simplifications qui sont soumises à des conditions différentes. Donc, bon, on ne peut pas les lister là comme ça, mais effectivement, l'Espagne fait partie des pays où vous devez vous immatriculer pour réaliser des importations. L'Italie aussi. Bon, je cite quelques exemples, mais la majorité des États membres vous obligent à vous immatriculer pour être importateur. Mais au-delà de la phase importation, il s'avère que en bon fiscaliste qui a l'habitude de faire des déclarations, quand je déclare un flux à l'entrée, en général, je m'intéresse au flux à la sortie. Et 9 fois sur 10, le flux à la sortie nécessite à lui tout seul, une immatriculation à la TVA parce que vous devez collecter de la TVA sur place. Ce qui fait que, certes, il y a la partie importation où on peut chercher des simplifications, mais il faut quand même s'intéresser à la partie revente qui, allez, je ne vais pas mettre une statistique dessus, souvent requiert une immatriculation à la TVA dans le pays d'importation. Mais effectivement, là, en l'occurrence, la France faisait partie des quelques pays qui vous exemptaient de vous immatriculer à la TVA si vous faisiez que des importations et qu'ensuite de l'importation, vous faisiez des opérations locales en France pour lesquelles vous ne collectez pas de TVA. C'est surtout pour les sociétés étrangères quand même. Après, il y a les régimes micro, des choses comme ça. Mais voilà, c'est la France qui décide de modifier sa manière de percevoir la TVA à l'importation et qui, du coup, oblige à s'immatriculer dans un contexte et des conditions particulières. Ma réponse serait différente en Espagne, elle serait différente en Allemagne, elle serait différente en Pologne. On va passer donc au slide suivant parce que le temps passe vite, passer à 3. Je voulais juste ajouter un point. On est bien sûr, quand on parle d'importation, nous sommes bien sur un schéma de marchandises qui arrivent en France, qui arrivent de pays autres que l'Union européenne. En importation, ce n'est pas de l'intro, on est sur de l'importation, donc un flux extra-communautaire. Il n'est pas question ici de DEB. La DEB, j'en dirais juste un mot brièvement à la fin de ce webinaire. Donc, c'est import, c'est hors UE, en provenance de pays hors UE. Voilà. Alors, je vais même m'apporter une autre précision. On parle de flux physique
le flux logistique, transport d'un bien qui provient d'un pays tiers à l'Union européenne vers, alors là, en l'occurrence, la France. Euh, la nationalité du fournisseur n'a aucun impact, de même que, effectivement, si demain, vous me parlez d'un flux avec un vendeur américain, un fournisseur américain, mais que quand je regarde le flux physique, ça part d'Allemagne pour arriver en France, Ah oui, Allemagne-France, c'est un flux intracommunautaire. oui. Même si votre fournisseur, lui, est américain ou suisse ou voilà, tiers à l'Union européenne. On s'intéresse en matière de douane et de TVA au flux physique, c'est-à-dire point de départ, point d'arrivée du transport. Et on est bien d'accord que c'est une importation ici en France et non pas dans un autre État membre. On parle d'importation en France, on parle de... Alors, c'est un peu plus subtil que ça. On parle de mise à la consommation en France. D'accord. Donc, si vous avez une marchandise qui est placée sous un régime de transit à l'arrivée en Belgique, mais que vous faites la mise à la consommation en France, vous pourrez bénéficier de l'autoliquidation à la TVA en France. Mais si elle est importée, comme j'ai une question là, si elle est importée, par exemple, si l'import est réalisé en Italie, Oui. effectivement, comme qui s'acquitte des droits et douanes et taxes, là, donc, c'est plus l'import en France. Et du coup, on revient un peu dans la question qu'on parlait, dont on parlait, qu'on évoquait avant, une déclaration en douane dans un État membre peut, donc l'Italie, je crois qu'il faut être enregistré à la TVA en Italie. Tout à Donc, fait. voilà. OK, Pour alors être on enregistré à la poursuit. TVA. Et en plus, je vous poserai la question de ce que devient la marchandise une fois qu'elle est C'est ça. mise à la consommation en Italie. Est-ce Voilà, qu'elle c'est reste ça. en Italie Ouais. ou est-ce qu'elle vient en France? Auquel cas, il y a peut-être un flux intracommunautaire à déclarer et en Italie départ et en France arrivée. Oui. OK, Alors, le quelques CA3. visuels pour voir à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est évidemment, je n'ai pas encore de déclaration d'importation version 2022. Donc, je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi ça ressemble aujourd'hui une déclaration d'importation dans laquelle on a une autoliquidation qui est optionnelle, mais qui a été décidée. En l'occurrence, ici, sur la gauche, vous avez… alors, il y a pas mal de choses en noir parce que je réserve ces informations-là pour moi et pas pour vous, parce que c'est confidentiel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand on regarde une déclaration d'importation. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, bouger. Oui, on la Oui. voit. Les informations qui sont ici ne changeront pas, c'est-à-dire là, j'ai l'expéditeur, l'importateur au sens douanier, le déclarant en douane. Ici, tout un tas d'informations sur aussi qui est l'importateur TVA. Donc là, vous ne pouvez pas trop le lire et c'est un peu fait exprès. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là où l'on a, quand on zoome un peu, des droits de douane, etc. et puis de la TVA. Et là, on s'aperçoit qu'on a une indication de TVA auto-liquidée. Donc, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, on aura à l'avenir également une indication de cette TVA auto-liquidée et un montant en face. J'insiste sur le fait que ce montant est indiqué uniquement à titre indicatif. Voilà. Mais c'est pour vous montrer à quel endroit vous verrez apparaître de la TVA alors que vous devrez l'auto-liquider quand même. Et cette petite indication, alors normalement, le TVA auto-liquidé devrait être remplacé par ATVA plutôt qu'une indication en toutes lettres. OK. Si on va un peu plus loin, la liste récapitulative mensuelle des importations, donc je vous disais, un numéro de TVA égale un compte. Donc, veillez bien à ce que ce soit le bon numéro de TVA qui soit utilisé, sinon ça va vite être le bazar. Vous devez créer un compte personnel d'entreprise sur moa.douane.gouv.fr. Attention, il y a une corrélation qui est faite au moment de l'inscription entre le numéro SIREN et le numéro de TVA. Et seul le dirigeant pourra créer cet espace. Ensuite, il pourra déléguer. Et attention, ce dirigeant doit être référencé dans la base SIREN. Pour ceux qui ne connaissent pas la base SIREN, c'est une base qui est éditée par l'INSEE et qui va, sous votre numéro de numéro SIREN, récapituler les établissements, etc., etc. En gros, qui va récapituler les informations qu'on a dans votre extrait CABIS. Donc, veillez bien, quand vous allez créer ce compte personnel, à ce que ce soit quelqu'un qui est référencé dans l'extrait CABIS. Sinon,
ça risque de poser problème. La question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que c'est individualisé par représentant en douane enregistré ou est-ce que non? Non, ce n'est pas individualisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs RDE, vous n'aurez qu'une seule liste récapitulative. Ça, c'est important. Le fait que vous ayez un dédouanement centralisé ou pas sera sans impact également. Je vous ai indiqué la date de disponibilité. Ça ne change pas. Et il est important de rappeler que cette liste récapitulative ne comportera pas toutes les opérations que vous faites, notamment les AI2 et les régimes 42. Ça ne figurera pas sur cette liste, puisque quand vous faites un placement sous AI2 ou régime 42, ça ne constitue pas un fait générateur de la TVA à l'import, de même que la sortie de ces régimes douaniers suspensifs. Il faudra bien veiller à les autoliquider. Ça ne figurera pas dans ces listes récapitulatives, pour l'instant. Ça changera peut-être à terme, mais pour l'instant, ça ne sera pas dans ces listes. Autre chose, ces listings ne contiennent pas le nom de l'importateur. Ça, c'est pour des soucis de conformité à la réglementation RGPD. Dernier point qui, moi, me chiffonne un peu, c'est que c'est non opposable à l'administration fiscale. Alors ça, c'est la position de l'administration fiscale et de l'administration des douanes. Je ne sais pas si ça évoluera à l'avenir. Il y a peu de chances parce que ça n'est pas ni un bulletin officiel des douanes, ni un rescrit, ni un BOFIP. Donc, effectivement, en termes d'opposabilité, c'est une… à voir quel est le statut exact de cette liste, mais a priori, elle ne constitue pas une décision individuelle opposable à l'administration fiscale. Donc là, pour ceux qui sont passionnés de droit administratif, on pourrait retourner le sujet dans tous les sens, mais on ne va pas le faire ce matin. Sachez que pour l'instant, la position officielle, c'est que ça n'est pas opposable à l'administration fiscale. Donc, si l'administration fiscale a oublié, en tout cas, s'il y a des importations qui ne figurent pas dans cette liste, vous ne pourrez pas vous réfugier derrière le fait que ce n'est pas dans la liste, je n'avais pas à l'auto-liquider. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pour rejoindre la question qui a été posée tout à l'heure, et vous voyez, il y a la réponse, le taux qui est indiqué dans la déclaration de douane n'est qu'un taux indicatif, de même que le montant. Donc, si dans la déclaration en douane, le taux qui est indiqué n'est pas le bon, ça ne vous exonère pas, a posteriori et dans votre déclaration de TVA, de faire une correction, c'est-à-dire de déclarer et le bon montant et le bon taux. Le contenu de cette liste récapitulative, c'est intéressant parce que vous allez voir que ça ne contient vraiment pas tout. Donc, on aura la période, la date du bon à enlever ou de validation de la déclaration d'importation. Ça, c'est important. Le numéro de TVA qui a été utilisé, c'est important aussi. Le numéro de déclaration en douane, très important parce que s'il y a un souci, finalement, c'est sur ce numéro que va reposer tout votre travail de réconciliation. Parce que c'est sur la base de ce numéro que vous allez peut-être pouvoir discuter avec votre déclarant en douane pour qu'il puisse retrouver la déclaration d'importation. Ça précise quel delta a été utilisé, évidemment, le numéro d'article, le taux, la base taxable et le code nomenclature qui a été utilisé. Bon, il y a quand même pas mal d'informations, mais il n'y a pas tout. Ça doit être utilisé pour ce travail de réconciliation dont je parlais tout à l'heure. Vous aurez cette liste dans les mains, vous aurez des déclarations d'importation dans l'autre et en face de vous, votre système comptable. Et vous devrez veiller à ce que l'intégralité de ces 3 sources d'informations coïncident. S'il y a des écarts, vous devez les expliquer, les tracer et vérifier s'il y a quelque chose à régulariser, en douane peut-être, mais très probablement dans votre déclaration de TVA. À quoi va ressembler votre déclaration de TVA? Alors, elle ressemble déjà plus trop à ça puisqu'elle est en ligne et qu'il n'y a plus les jolies couleurs en ligne. Mais pour la version papier, que vous pouvez… pour l'instant, je crois que ce n'est pas cette version-là que vous pouvez télécharger encore, mais qu'on pourrait bientôt télécharger et garder sur un coin de bureau parce que c'est toujours utile d'avoir ce document-là. Ça précise quels champs vont être pré-remplis et quels champs ne seront pas pré-remplis. Donc,
on voit bien qu'à l'importation, tout ce qui est importation autre que produits pétroliers, ce sera préempli. Tout ce qui est sorti de régime douanier suspensif ou fiscal suspensif, ce ne sera pas prérenseigné. Donc, ça veut dire que tous ces régimes, vous devez les suivre de près. De la même manière, vous avez des choses à droite que vous n'aviez pas avant. Des importations sur lesquelles, jusque-là, il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, enfin demain, plutôt en 2022, même si ces importations ne sont pas soumises à autoliquidation de la TVA parce qu'elles sont exonérées, par exemple, vous devrez quand même les mentionner et les indiquer dans votre déclaration de TVA. Ça veut dire que là, on a une obligation supplémentaire, très clairement. On a une obligation supplémentaire qui plus est plus complexe à tracer que le reste puisque elle ne figure pas dans la fameuse liste récapitulative dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que là, il va vraiment y avoir un travail de réception, classification, saisie, ce que vous voulez, de toutes vos déclarations d'importation. Parce qu'in fine, toutes vos importations vont devoir se retrouver d'une manière ou d'une autre dans votre déclaration d'importation. Donc, c'est là-dessus que, à mon avis, pour ceux qui sont concernés, je ne suis pas sûr que ce soit tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés, c'est là-dessus que vous allez avoir, je pense, un vrai travail de mise en place de flux documentaires et de vérification. Je ne vais pas plus loin sur la déclaration de TVA parce qu'on n'a plus que 10 minutes et qu'on doit finir à l'heure. Les points spécifiques, tabac et alcool sont aussi couverts par le régime d'autoliquidation de la TVA à l'import. Les huiles, alors pas toutes, hein, il faudrait regarder nomenclature par nomenclature, mais on ne peut pas rentrer dans le détail ici, mais elles sont couvertes également, mais elles ont une ligne distincte sur la CA3. Donc pour ceux qui sont concernés, là je ne peux pas rentrer dans le détail, mais regardez le sujet de près pour être sûr de ventiler vos importations au bon endroit. D'accord ? Les points d'attention. Alors, les garanties TVA import, ça c'est un sujet qui est plus douanier que TVA à proprement parler. Mais je vous invite à en discuter avec vos transitaires. Doivent-elles être maintenues ou pas? Ça, n'étant pas expert sur le sujet, je ne vais pas m'aventurer à plus de commentaires, mais je vous invite à quand même le regarder. Le vrai sujet sur lequel moi j'ai des craintes, c'est les erreurs de numéro de TVA saisis. Ça arrive de temps en temps parce que le fournisseur a fait sa facture au nom de la mauvaise entité, parce que il peut y avoir plein de raisons. Là-dessus, soyez vraiment vigilants. C'est pour ça que je vous disais, travaillez dès la phase amont auprès de vos fournisseurs pour être sûr qu'ils ne se trompent pas d'entité facturée, qu'ils ne se trompent pas de numéro indiqué sur les factures. Voire, comme on parle de fournisseurs tiers à l'Union européenne dans l'écrasante majorité des cas, et qu'ils ne sont pas tous sensibles à ce qu'est un EORI ou un numéro de TVA intracommunautaire, n'hésitez pas, dès la phase achat avec les bons de commande, à indiquer vos identifiants TVA et OERI pour que ces fournisseurs les indiquent sur leur facture commerciale. En tout cas, la facture qui va accompagner la marchandise, si ce n'est pas la facture commerciale, parce qu'il y a encore des subtilités là-dessus. Mais ça permettra quand même d'éviter un certain nombre d'erreurs ou de se retrouver, là je me mets à la place des déclarants en douane, avec une importation à déclarer. On n'a pas la facture, la vraie facture commerciale, on a un document avec un certain nombre d'informations qui ne sont pas toujours exactes et parfois des confusions entre qui est l'importateur, c'est-à-dire le propriétaire acheteur de la marchandise, et qui est le destinataire réel physique de la livraison. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un client ou le client d'un client. Ou voilà. On se retrouve régulièrement comme ça avec des déclarations d'importation qui n'indiquent pas le bon importateur parce que dans la chaîne de transaction, les choses n'ont pas été bien clarifiées en amont. Le rôle de chaque intervenant dans cette chaîne d'achat-revente n'est pas bien clarifié. Qu'est-ce que vous entendez par delta H7? C'est une des procédures Delta. Ah oui, delta, oui, d'accord, ok. Oui,
C'est une des procédures Delta et N'hésitez celle-là va pas. Ouais. avoir un peu de retard sur les procédures de rectification. Si vous voulez plus de détails, c'est dans la note, le bulletin Oui, officiel des douanes qui a été publié la semaine dernière. Voilà. La retranscription dans la CA3, c'est là que je vous invite vraiment à regarder le BOD dont je parlais juste à l'instant. Les procédures de régularisation et leur impact, c'est-à-dire est-ce que c'est retranscrit tout de suite dans la CA3 ou pas. Regardez de près le bulletin officiel des douanes. Je vous dis, il y a 2 pages et demie de pur bonheur sur telle procédure et telle autre, et dans tel cas ça marche, et dans tel autre cas ça ne marche pas. C'est pas spécialement lisible et pas spécialement évident à suivre et à comprendre quand on n'est pas familier des procédures douanières. Et même moi qui les connais un petit peu, je suis vite dépassé parce qu'il faut le pratiquer quasiment tous les jours pour vraiment être à l'aise avec ce qui est écrit dans le BOD. Donc là, ça fait partie des choses où, encore une fois, anticiper ces sujets de réconciliation en discutant avec votre déclarant en douane pour que tout ce qui va être retraitement, rectification, pardon, pour utiliser le bon terme, rectification, vous soit communiqué avec un petit warning, une petite note pour que vous puissiez spécialement faire attention à ce point-là. Je vous ai indiqué un certain nombre de choses. Là, on n'a plus le temps de les détailler, mais qui concernent vraiment les régularisations, les procédures de secours. Sachez que, retenez en tout cas que tout ce qui va être régularisation et procédures de secours ne va pas être automatiquement répercuté dans la déclaration CA3 de manière automatique. Ça veut dire que dès qu'on a une régularisation, dès qu'on a une procédure de secours, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez une correction à faire sur le montant pré-saisi dans la déclaration CA3. Pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur les groupes, normalement, on fonctionne par entité dans les groupes de TVA, c'est-à-dire par numéro de TVA. Vous devrez continuer, même si vous faites partie d'un groupe TVA à la française, vous devrez continuer à utiliser votre propre numéro de TVA et non pas le numéro de TVA du déclarant du groupe, c'est-à-dire du responsable, la société responsable du groupe. Par contre, la date limite, là, je n'ai pas la réponse. Honnêtement, vous me posez une colle. Voilà, ça fait partie des sujets à regarder après. Mais je n'ai pas souvenir que ce soit indiqué ou que ce soit, enfin, en tout cas, qu'il y ait un commentaire spécifique dessus. Très brièvement, les sanctions. Les sanctions, c'est des sanctions que vous connaissez déjà. Elles existent déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous n'avez pas autoliquidé ou que vous n'avez pas autoliquidé pour le bon montant, vous avez une pénalité de 5% du montant de la TVA déductible. Si c'est de la TVA qui est non déductible, c'est-à-dire en gros, si vous n'avez pas un droit à déduction à 100%, parce que vous avez des activités exonérées dans le médical ou voilà, passons. On a aussi la pénalité de 5% qui s'applique, mais qui n'est pas la même, ainsi qu'une pénalité de 10% et un intérêt de retard. Donc, on est encore plus sanctionné. S'il y a des entités, des entreprises qui sont concernées, vous voyez que ce n'est pas complètement neutre non plus. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les sanctions. C'est des choses qui existent déjà. On n'a aucun recul, évidemment, sur ce que l'administration fiscale fera. Est-ce qu'elle aura une période de tolérance au début ou pas? J'ose espérer que oui. Parce que là, à ce jour, finalement, elle a fait aucun test. Donc, elle n'a pas… Il y a des tests. Il y a S'il y a eu des tests quand même. Il y a des tests en cours, mais c'est quelques sociétés plus ou moins triées sur le volet. Oui. En tout cas, je sais que le MEDEF a beaucoup participé à la mise en place de ce régime. Et je sais qu'au MEDEF, il y a des sociétés qui ont participé comme ça à des… Voilà. Après, je peux pas en dire plus, j'en sais pas plus. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, droit tolérance, ce qu'on appelle aussi le droit à l'erreur, quand on peut mettre en avant sa bonne foi, il faut quand même admettre que entre cette réforme et celle qui arrive, là, la DEB 2022,
ils n'ont pas de pitié pour les entreprises qui travaillent à l'international. Ça fait 2. Oui. Et si, en plus, il y a eu Oui. le e-commerce au mois de juillet. Ça fait trois réformes en 6 mois. Donc, pour digérer tout ça, j'espère qu'il y aura effectivement un peu de tolérance parce que c'est beaucoup demandé aux entreprises, effectivement. Quand on connaît toutes les difficultés qu'elles ont par ailleurs. C'est ça. C'est pour ça que, en défense de votre bonne foi, si vous avez entamé des discussions en interne, avec dans un coin de votre tête la piste d'audit fiable et sa mise à jour, et que vous avez entamé des discussions concrètes avec votre déclarant en douane, au moins vous aurez la bonne foi de votre côté. Ce n'est pas parce qu'au mois de janvier, il y a encore des points qui posent problème, il y a encore des sujets qui restent en flou ou qui posent de réelles difficultés qui ne peuvent pas être résolus comme ça là, en 10 jours. Il y en aura, c'est une certitude. À minima, vous pourrez arguer de votre bonne foi auprès de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes. Le sujet qui nous préoccupe le plus, c'est les sociétés qui n'auraient pas de numéro de TVA au 1er janvier et qui, du coup, vont-elles pouvoir importer comme on faisait avant, c'est-à-dire en faisant l'avance de la TVA à l'importation. Déjà, est-ce que l'importation sera faisable? Est-ce qu'on aura un BAE à poser sur une déclaration d'importation? Deuxième sujet, si on a le BAE et que l'importation peut se faire, est-ce qu'on aura un droit à déduction? Ou est-ce qu'à titre de sanction, parce qu'on n'a pas respecté la vraie procédure obligatoire, je rappelle, on aura une sanction qui passe par la non-déductibilité, ce qui est très discutable. On a plein d'arguments, mais c'est des arguments de contentieux, donc sur la neutralité de la TVA, sur autre chose comme ça. En tout cas, les sociétés qui constituent la majorité des participants à ce webinaire et qui ont déjà un numéro de TVA français, ce qui est rassurant, c'est que si vous engagez un dialogue assez rapidement avec vos transitaires, vos déclarants en douane, vous devriez assez rapidement arriver à savoir de quoi eux ont besoin concrètement pour éviter de faire des erreurs et à mettre en place ces flux documentaires qui sont relativement simples. Je vous dis, l'indication du numéro de TVA, voire idéalement du numéro EERI dans des correspondances commerciales ou en tout cas de la documentation que le déclarant en douane va pouvoir avoir en main au moment où il fait la déclaration, je pense que ça devrait lever déjà un certain nombre de problèmes. Là où j'ai moins de réponses, c'est le degré de tolérance à des erreurs qui seraient commises sur les montants, sur les taux, sur ces choses-là. C'est comment collecter toutes les déclarations d'importation et dans un temps extrêmement restreint, alors qu'aujourd'hui, on sait que ça prend du temps. On sait qu'on ne les récupère pas toutes. Il y a un moment, il faut avoir conscience de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est plus ça qui me préoccupe. Oui. Très bien. Alors, il y a eu d'autres questions qui sont tombées, mais je suis vraiment navrée parce que là, le temps imparti est écoulé. Le temps imparti était un petit peu plus court. C'est vrai que cette fin d'année est un petit peu bousculée. On a beaucoup de sujets d'actualité que nous souhaitons traiter et dont nous voulons quand même vous donner un premier niveau d'information. Alors, ce que je vous propose, que nous vous proposons, donc Alexandre et moi, c'est qu'on va répertorier les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre et nous vous enverrons un mail. On vous remettra aussi, si éventuellement il y a d'autres sorties officielles, de documents officiels qui sortent, on vous les remettra. Mais là, c'est vrai que je ne voudrais pas, ne soyez pas frustrés si effectivement là, nous n'avons pas pu répondre à vos questions. Vous aurez la réponse, du coup, dans un mail. On va faire au plus vite pour effectivement vous adresser les éléments qui manquent justement pour mieux appréhender ce premier niveau d'information, sachant qu'on dit bien, ce n'est pas une formation, c'est une information. Oui, je crois que quand même les éléments principaux là, ils vous ont été donnés, surtout les recommandations pour une conduite à tenir. Mais ça, c'est quelque chose, la piste d'audit fiable, pour ceux qui suivent régulièrement nos webinaires, on en a déjà parlé, Alexandre en a déjà parlé lors d'autres sujets. C'est vraiment l'international, c'est vraiment une question d'anticipation et on n'improvise pas. Il n'y a
a pas de place pour la précipitation ni pour l'improvisation. C'est toujours une question de bien préparer, prendre les devants. C'est la raison pour laquelle on organise ces webinaires pour vous. Malheureusement, on n'a pas pu le faire plus tôt. On s'était entendu avec Alexandre pour le faire pas trop près de la date butoir, mais en même temps pas trop loin pour que effectivement il ait les éléments constitutifs de l'information de la réforme, sauf qu'elles arrivent très tard. Voilà. Donc, il y a une semaine, hein. C'est vraiment, hein, je vous le disais, le BOD, c'est le BOD 7440 qui est référencé ici. Il a été publié le 25 ou le 23, lundi dernier. Lundi dernier, lundi il y a 8 jours. Ouais. Donc voilà, c'est la difficulté pour tous et pour vous principalement, hein, on l'a bien en tête. Donc voilà, donc ne soyez pas frustrés, on va regarder ça, on va vous renvoyer un message et vous aurez aussi le support de présentation. Je finis par vous indiquer à tous, mais là j'ai répondu à une question qui est tombée. Il y aura effectivement un webinaire dédié exclusivement aux modifications qui vont intervenir sur la DEB 2022, donc également avec Alexandre. Donc, elle aura lieu le mardi 18 janvier à 14 h en mode webinaire aussi. Et puis, donc, la date n'est pas arrêtée, je ne l'ai pas encore arrêtée avec Alexandre, mais un autre webinaire. Nous aimerions le faire en présentiel, mais d'abord, on ne sait pas comment va être la situation. Et puis, c'est vrai que le webinaire présente l'avantage, effectivement, de pouvoir rassembler beaucoup de monde. C'est vrai que même d'un point de vue logistique, on n'a pas forcément des salles pour accueillir 200 personnes. Donc, voilà. Mais donc, on aura un webinaire sur la piste d'audit fiable et dans le cadre d'un contrôle fiscal. Comment gérer gérer un contrôle fiscal. Sachant que, je le répète, mais pour en avoir parlé avec quelques avocats, et puis je traîne mes guêtres aussi dans quelques événements qui sont organisés par les grands groupes que vous connaissez tous, hein, KPMG, Fidal, Ernst & Young et compagnie. C'est un sujet qui revient vraiment de manière quasi systématique. Vérification de comptabilité égale piste d'audit fiable, maintenant quasi systématiquement. Donc, à tout le moins, si vous n'avez pas encore réfléchi à ce sujet, ça peut se faire en interne, vous pouvez vous faire aider, il y a plein de gens qui le font, nous on le fait si vous souhaitez être accompagné, mais ne serait-ce que se poser et faire une documentation comme un audit de qualité en fait, hein, en interne, vous évitera quand même un certain nombre de problèmes en cas de contrôle fiscal. Donc, c'est une réflexion à lancer, vraiment. Et puis sur la réforme de la DEB, hein, je confirme que pour l'instant, on manque un peu d'informations pour faire un webinaire tout de suite, mais on l'a positionné au mois de janvier parce que la première déclaration concernée, ça sera déposé en février. On attend toujours une publication de l'administration des douanes, la fameuse circulaire qui est publiée de manière annuelle et qui répondra, je le pense, à tout un tas de sujets, notamment sur les régularisations, qui est une vraie source d'interrogation. Donc, on est en pointe sur le sujet, on est à l'affût des dernières nouveautés, on communiquera avec vous et BCI dès qu'on le pourra. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, une nouvelle fois Merci à vous, avec plaisir. Pour votre présentation et toutes ces précisions. Et avec puis, à bientôt. Bonne journée et bonne semaine à toutes et tous. Et puis, comme promis, donc voilà, on revient vers vous avec les compléments. Merci, à bientôt. Merci, très bonne journée. Merci, au revoir.